Salut les louveteaux! Moi c'est Okami, j'ai quelques haltères en influence, donc on verra ce que donnera cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de lunettes. D'où le thème de cette vidéo, je vais vous parler de comment on l'a vécu en tant que système et des conseils que je pourrais donner à des systèmes si eux aussi veulent se faire opérer des yeux pour ne plus avoir de lunettes. Tout d'abord, voici la liste des trigger warnings, c'est important si vous êtes sensible à ce genre de sujet, passez la vidéo, allez en voir d'autres, il y a plein de vidéos super intéressantes sur notre chaîne YouTube. Nous sommes atteints du trouble dissociatif de l'identité, je vous invite à aller voir les vidéos, on explique ce que c'est. Et donc c'est très handicapant au quotidien et surtout si on a des rendez-vous médicaux ou des choses comme ça, ça peut poser assez de problèmes. Et je me suis dit que c'était une bonne idée du coup de vous partager mon expérience. Ça permettra à la fois aux gens qui ne connaissent pas le trouble de voir à quel point c'est handicapant au quotidien. Ça permettra peut-être aussi aux médecins, s'ils ont des patients atteints du trouble dissociatif de l'identité, de savoir quoi faire ou quoi dire pour rassurer le patient s'il y a un problème, des choses comme ça. Et aussi également au système s'ils ont le besoin ou l'envie de se faire opérer, de savoir un petit peu ce qui les attend. Sachant qu'il s'agit de notre expérience personnelle et donc que vous pourriez très bien le vivre totalement différemment. Il y a des tas de façons de vivre ces troubles et ceci n'est que notre expérience personnelle. Également, il faut savoir qu'on est hypersensible, donc on ressent les choses beaucoup plus fortes, hyper empathique et en plus, les anesthésiens ne marchent pas sur nous. Également, ils peuvent marcher si on met une double dose. Généralement, c'est assez compliqué à ce niveau-là, surtout que la plupart des médecins, si on leur dit les anesthésiens, ils marchent pas trop sur moi, ils vont répondre oui, bah, c'est que la personne qui t'a qui t'a fait des piqûres d'anesthésiens, elle s'y connaissait pas trop, ou alors oui, tu crois ça, ou oh, bah, l'anesthésiste qui était pas doué. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est génétique aussi, c'est-à-dire par exemple notre père s'est réveillé au milieu d'une opération du genou et il a fait peur à son chirurgien. Donc, généralement, on utilise ça pour essayer de convaincre un peu les médecins, mais il y a certains médecins qui ne nous prennent pas au sérieux. Il y en a qui nous prennent au sérieux et qui disent ah ok, je vais surveiller ça, mais il y en a d'autres qui se disent bon, je sais mieux que mon patient. Aussi, notre cousine, elle nous a partagé il n'y a pas longtemps une vidéo qui parlait du fait qu'en fait les personnes rousses sont moins sujets aux anesthésiens, ils l'évacuent plus vite et tout ça, et donc généralement il faut mettre des plus grosses doses. Et ça, apparemment, les médecins ne sont pas encore totalement au courant. Donc si vous êtes roux, sachez qu'il y a de fortes probabilités que vous ayez besoin de doses plus fortes si vous vous faites anesthésier. Premièrement, je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé des questions sur Instagram et je vais tâcher d'y répondre au mieux. Est-ce que l'opération est remboursée? Oui, une partie est remboursée, mais pas totalement. Ça dépend de ton assurance, ça dépend de ta mutuelle et tout ça. Et je ne saurais pas exactement te dire combien est remboursé, mais c'est à toi de te renseigner. N'hésite pas à demander. Généralement, il y a une partie qui est prise en charge pour l'opération des yeux. Est-ce que ça coûte cher? Alors, en fonction de ta vue, le prix peut changer. Nous, je crois que c'était 1500 € pour la clinique des yeux et 600 € pour l'ophtalmo. Sachant qu'on avait prévu 3000 € pour être large et pour être sûr. Je crois qu'il y a un autre examen avant qui est payant aussi. Je crois que c'était 70 € si je ne me trompe pas. Je peux me tromper avec les amnésies, je ne me rappelle pas trop. Mais généralement, ça tourne au niveau de ces eaux-là. Voilà. Question suivante. Est-ce qu'on est anesthésié totalement? Non, pas du tout. On n'est pas du tout anesthésié totalement. En fait, si vous voulez, on met des gouttes dans les yeux. C'est des gouttes anesthésiantes. Et ensuite, à certains moments, les chirurgiens vont te demander de fixer certains points pour pouvoir régler en fonction de comment il faut découper l'œil, il faut fixer le laser à tel endroit, enfin des trucs comme ça. Et nous, du coup, les gouttes anesthésiantes ont pas trop fait. On vous racontera ça plus tard dans la vidéo. Donc voilà, mais après, mis à part ça, c'est pour ça que je dis que c'est notre expérience personnelle, parce que sans la douleur, on aurait probablement vécu ça différemment, mais
malheureusement, les gouttes anesthésiantes n'ont pas trop fait effet. Combien de temps dure l'opération? Alors c'est environ 15 minutes par œil. Ils m'ont dit ça, mais en fait ils font pas un œil après l'autre, ils vont découper un œil, puis découper l'autre. En fait, si tu veux, ils font l'un après l'autre, mais en même temps. Donc voilà, je dis ça pour, si vous voulez, vous préparer psychologiquement. Sachez que c'est pas d'abord un œil, puis après l'autre. D'ailleurs, dans la question présente, tu demandais est-ce qu'on voit ce qui se passe quand on se fait opérer. Justement, il y a un moment dans l'opération où un des yeux va être totalement noir, puis après tu reverras et après ça sera l'autre. J'expliquerai ça dans les détails de l'opération plus tard. Comment ça se passe juste après l'opération? Alors juste après l'opération, on te met des lunettes de soleil parce que tu vas être super sensible. Surtout moi qui avais mal, du coup. D'où l'importance des lunettes de soleil. Tu vas un peu attendre dans la salle d'attente. Et ensuite, on va te faire aller dans une autre salle pour vérifier que les pupilles n'ont pas bougé. Parce qu'en fait, je vais montrer un peu de près. Attention, ça va être peut-être... Il y a un peu de sang dans mes yeux, mais c'est parce que j'ai eu une hémorragie après qui était pas grave, qui était normale. En fait, si tu veux, on te découpe autour de la couleur, là. Et après, on remet... Et donc, il faut vérifier que c'est bien resté en place, qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, voilà. Donc, c'est important à ce moment-là de vérifier. Puis ensuite, on va te donner tout ce qui est ordonnance, gouttes, coques de protection. Les coques de protection, c'est des coques qui te permettent de dormir avec. C'est-à-dire, comme du coup, en fait, la partie de l'œil qui a été découpée est juste posée. Du coup, ça permet de ne pas se frotter les yeux en dormant. C'est important parce que avec le trouble dissociatif, on a tendance à être pas totalement conscient à certains moments de ce qu'on fait. Certains haltères, ils peuvent à un moment donné avoir des amnésies ou tout simplement s'en moquer, se dire ça gratte, je gratte. Voilà. Mais selon ma chirurgienne, qui est aussi mon ophtalmo, elle m'a dit qu'il faut vraiment frotter très très fort pour que ça se déplace. Elle m'a dit, j'ai vu une seule fois un cas où ça s'est produit, c'est juste un rugbyman qui s'était pris un coup dans l'œil après l'opération et à cause de ça, ça avait bougé. Donc, faut vraiment y aller quoi pour qu'il y ait un problème. Donc, pas d'inquiétude à ce sujet. À la fin de la vidéo, je t'expliquerai comment la semaine suivante s'est passée après l'opération. C'est pas trop douloureux? Alors, comment te dire? J'expliquerai plus en détail à la fin de la vidéo et au milieu de la vidéo, du coup, combien on a eu mal et tout ça, mais... Du coup, c'était pas la joie. Pour pouvoir vous expliquer comment on a vécu l'opération, il faut que je vous raconte une anecdote. En fait, nos littles, elles font des crises d'angoisse, voire des attaques de panique quand elles se retrouvent seules dans un hôpital ou seules dans des rendez-vous médicaux. Du genre même être seules pour aller chez le dentiste, elles peuvent faire des crises d'angoisse, des attaques de panique. Et en fait, ça, on s'est toujours demandé pourquoi. Et on a trouvé la solution plus tard en y réfléchissant. Quand on était au collège, il y a un de nos proches qui est tombé dans le coma. On ne vous expliquera pas les raisons derrière tout ça, c'est personnel. Et donc, quand on est allé le voir à l'hôpital avec nos parents, nos parents, en fait, il pouvait pas y avoir trop de monde dans la chambre. Et du coup, nos parents, ils sont restés à un moment donné seuls dans la chambre. Et nous, on était dans le couloir, dans un couloir vide. Et en attente de savoir si ça allait bien se passer, si cette personne allait survivre. Et donc, et à ce moment-là, nos littles, elles étaient... et à ce moment-là, on pense que Purple était... et à ce moment-là, on pense que Purple affronte, et donc elle s'est retrouvée seule dans les couloirs à se demander si cette personne allait survivre ou non. Et elle a associé le fait d'être seule dans un hôpital ou lorsqu'on doit avoir un rendez-vous médical au fait de... une personne va mourir, il va y avoir un truc grave qui va se passer. Et que c'est assez compliqué à ce niveau-là à partir de ce moment. Maintenant, je vais vous parler de comment ça s'est passé juste avant l'opération. Parce qu'une autre des questions que j'ai pas dit, c'est comment vous sentiez-vous au moment de l'opération, juste avant. Mais il faut savoir qu'on avait fait, je crois, 2 crises d'angoisse la semaine avant l'opération parce qu'on craignait d'être aveugle. Classique, quand tu dis un chirurgien va toucher à mes yeux, faut pas que je devienne aveugle, surtout qu'on est illustrateur. Donc, si on devient aveugle, on peut plus faire d'illustration.
Plus la dissociation, j'imagine même pas comment ça doit être compliqué de dissocier tout le temps la journée. Et en plus, tu vois pas, donc il n'y a rien qui peut te raccrocher au fait de pas dissocier, en fait. Des angoisses un peu logiques, en somme. Mais mis à part ça, on était totalement dissociés de la situation. C'est-à-dire, on se disait pas, je vais me faire opérer, ça y est, ce que j'ai attendu depuis mes 4 ans, ça va arriver. Non, non. On se disait, c'est juste un rendez-vous médical de plus. Aussi, on ne sait pas si c'est lié, mais sûrement, on a fait une crise d'urticaire une semaine avant. Donc, pendant 2 semaines, on a eu des grosses plaques sur les jambes et sur le dos. Donc je pense que c'est lié, surtout que la même semaine, on avait le rendez-vous avec le psychiatre et le rendez-vous avec notre nouvelle psy. Ça faisait un peu beaucoup pour le corps et le cerveau qui s'est dit, mais tu plaisantes. Le jour J est arrivé et on réalisait pas en fait. On était totalement dissociés de la situation. Le moment où on a réalisé, c'est quand notre maman elle nous a fait un câlin en nous disant « ça va aller, t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Et là tout d'un coup on s'est dit « ouh là là, mais c'est vrai, on se fait opérer des yeux en fait ». Donc on a fait une crise d'angoisse un petit peu. Dans la voiture, on n'était pas bien. Puis après, on a redissocié. Et à nouveau, totalement dissocié de la situation. En arrivant, on nous a proposé de prendre un anxiolytique. C'est quelque chose qu'ils proposent à tout le monde. Et nous, on s'est dit, bah oui, je fais des crises d'angoisse, autant prendre un anxiolytique. Si on avait su, on n'aurait pas pris d'anxiolytique. Donc, une demi-heure passe et l'anxiolytique commence à faire effet. À ce moment-là, on commence à somnoler, à être très fatigué. Mais quand je dis très fatigué, c'est à faire ouh. Vous comprenez un petit peu l'état dans lequel on était. Sauf que quand on est fatigué et qu'on a le TDI, on contrôle moins les switches. Et oui, être fatigué et avoir le TDI, c'est pas top. Et ça, on n'y avait pas du tout pensé. Et en plus, quand on est dans cet état-là, quand on est un peu fatigué, un peu pas bien, ça fait switch purple, notre chère petite Little qui fait des attaques de panique dans les rendez-vous médicaux. Donc avec elle, on arrivait quand même à garder assez bien le front. Et on sentait que c'était pas loin. De toute façon, on n'avait pas le choix. Les Little ne devaient pas front. C'était pas possible. Il fallait pas. Et si elles avaient front, ça aurait été la cata. Spoiler, ça n'a pas marché. Mais au début, on tenait bon, on était là. D'ailleurs, je sens qu'il y a Violette pas loin. Ma voix commence à faire n'importe quoi. Et bon, je vais tenir le front pour continuer cette vidéo, parce que sinon, ça va se transformer en vidéo humoristique, alors que je veux faire une vidéo explicative. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un rendez-vous médical, on prend nos dispositions, c'est-à-dire on prend une peluche au cas où les Little fronteraient, et on prend le sweat de N. Parce que elle nous apporte beaucoup de réconfort et le fait d'avoir son sweat contre nous, c'est un peu comme avoir un gros câlin. Et c'est important dans les moments où on va pas bien. Et aussi également, on a notre gourde avec de l'eau pour boire s'il y a besoin, parce qu'on ne sait jamais si on peut avoir besoin de prendre un médicament, si on a besoin de boire, si on a très soif. Tout ça. Donc on nous a dit, vous ne pouvez pas garder votre sac et nous, on leur a dit, mais en fait, j'ai ma peluche dedans et comme je fais des crises d'angoisse et des attaques de panique, c'est important que je prenne ma peluche. Donc, ils nous ont dit, oh, mais oui, vous pouvez prendre votre peluche, il n'y a pas de souci. Sauf qu'à partir du moment où on a pris notre peluche, il y a une des infirmières qui était là pour nous soutenir, qui a commencé à nous parler comme une enfant. Elle a commencé à faire, oh, mais elle est toute mignonne, ta peluche! Est-ce que tu veux que je lui mette une Charlotte sur la tête? Oh, regardez-moi ces petites cornes, que c'est mignon. Et elle s'appelle comment ta peluche? Et là, tout d'un coup, on s'est demandé avec elle, mais attends, c'est vrai, comment elle s'appelle cette peluche? Je m'en rappelle pas. Et tout d'un coup, on a entendu la voix de Violette qui faisait « Il s'appelle Belzébuth !» Et là, on a su que c'était foutu. Notre chère petite Little a commencé à front. Mais N, lui, il s'est dit « Ouh là là, non, il faut pas qu'elle fronte. » Il a continué à garder le front, il était là. « Je vais y arriver !» Quelle détermination, N, mais ça n'a pas suffi. Ensuite vient le moment où on doit aller dans la salle opératoire. En plus, à ce moment-là, on nous a dit, vous ne pouvez pas garder votre sweat. Donc, il a fallu qu'on soit en t-shirt. Donc, le sweat de N, ça fait un soutien en moins, mais il nous restait notre peluche pour nous rassurer.
Juste avant de rentrer dans la salle opératoire, on nous a mis des gouttes anesthésiantes. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est des gouttes qui permettent d'anesthésier les yeux. Sauf que la dose n'était pas assez forte, donc ça n'a pas fait effet. Mais notre ophtalmo nous avait dit, quand on lui avait parlé des anesthésiants qui ne marchent pas trop sur nous, qu'elle pourrait nous en mettre autant qu'on voudrait, donc on n'était pas inquiets. Vint le moment où on va s'installer sur la table. En fait, c'est pour se faire opérer, vraiment, c'est allongé sur le dos et tu restes sur le dos pendant que tu as les machines au-dessus de toi. Voilà, tu as les gens autour de toi et tout ça. Il faut savoir que il y avait plus de monde qu'on pensait, donc on commençait à angoisser un petit peu, mais on se disait, de toute façon, il faut que je tienne, donc... On nous avait dit qu'il n'y aurait pas trop de bruit parce qu'on s'était dit, ah mince, si j'avais su, j'aurais pris mes bouchons d'oreille. Bon, heureusement qu'on n'a pas pris nos bouchons d'oreille parce que je pense que ça nous aurait fait paniquer plus qu'autre chose au final. Ensuite, du coup, on nous a dit, on va vous mettre des écarteurs pour pouvoir écarter les yeux, pour pouvoir mieux faire ce qu'il y a à faire. Sauf que on a un peu un visage d'enfant en fait. Donc les écarteurs étaient beaucoup trop gros pour nos yeux et nous ont fait extrêmement mal. Déjà, de base, on a commencé à avoir super mal. Et quand on nous fait super mal, c'est Smoke qui fronte. Parce que les loups frontent pour les attaques physiques, en fait. On a senti Smoke qui commençait à retrousser ses lèvres comme il aurait fait avec ses babines et à grogner. Mais ça a duré une fraction de seconde. Juste après, la douleur a fait front Purple. Purple a commencé à dire « J'ai mal, j'ai mal !» Mais on l'écoutait pas trop et elle n'a pas pensé à demander à remettre des gouttes pour le coup. Et il faut savoir aussi que ce qui est rigolo, c'est que Smoke avait déjà front une fois quand on avait 16 ans, quand le dentiste nous mettait des écarteurs pour pouvoir nous poser les bagues, pour pouvoir faire des trucs comme ça, et les écarteurs pareil étaient beaucoup trop gros par rapport à notre bouche. On a une bouche d'enfant, on a des yeux d'enfant, donc... c'est assez compliqué. Notre kiné nous disait à un moment donné que notre corps était resté bloqué un peu en l'enfance à cause des traumatismes et tout ça. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas qu'on avait le TDI. Voilà, et du coup, ça explique un peu pourquoi on a un visage absolument adorable. Et donc, chez le dentiste, à ce moment-là, il faisait un peu esprit de nous faire mal parce que, je sais pas si vous savez, mais les bagues, ça a tendance à se casser super facilement. Ou alors c'est lui qui était pas doué, je sais pas comment ça se passe ailleurs en France, mais en tout cas ça se casse super facilement, du genre tu manges et les bagues elles se mettent à se décrocher, enfin voilà. Et donc il était en colère parce que les bagues se décrochaient et qu'il disait que c'était notre faute. Du coup ce qu'il faisait c'est qu'il nous prenait les bagues et il secouait dans tous les sens très fort, donc avec une dent qui faisait ça, pour dire tu vois que ça tient. Enfin, donc il nous faisait très mal esprit. Donc on se demande aussi si c'est pas à cause de ça que nos dents sont plus fragiles, en plus des TCA, et que on a une dent qui s'était cassée à un moment donné qu'on a dû faire recoller. Et donc à un moment donné, Smoke il en a eu marre qu'il nous fasse mal esprit et il a mordu. Oui, une fille de 16 ans qui mord son dentiste. Le dentiste a commencé à crier « Elle me mord, elle me mord !» Et mon père il a regardé, il lui a fait « Mais débrouillez-vous !» Et voilà comment Smoke a mordu notre dentiste. Donc Smoke avait front aussi pour les écarteurs, comme il avait front pour les écarteurs et pour la violence de notre dentiste. Donc ensuite, Purple a commencé à front pendant l'opération et elle avait très mal et tout, mais pour l'instant personne n'avait rien fait pour l'aider à moins avoir mal. Elle serrait notre doudou dans nos mains parce qu'on avait le doudou posé là et on serrait fort, voilà. Et il y a la gentille infirmière qui nous a dit « Je suis là pour toi, serre-moi fort la main ». On n'a pas hésité, on lui a serré fort la main et au point de lui broyer la main quasiment. Et c'est rigolo parce que notre mère, quand elle nous a donné naissance, le médecin était en retard et du coup il n'a pas pu lui faire de péridurale alors qu'elle voulait une péridurale et elle a eu super mal parce que en plus la première fois elle avait eu une péridurale quand elle a donné naissance à notre frère et comme elle s'était préparée psychologiquement à avoir la péridurale et à pas trop avoir mal, enfin pas trop, voilà vous m'avez compris, du coup heureusement qu'il y avait l'infirmière pour lui tenir la main et elle lui a broyé la main comme nous on a broyé la main de cette infirmière et on s'est dit c'est un peu pour nous comme une renaissance, comme
naître une deuxième fois en broyant la main d'une personne comme notre mère a broyé la main de cette infirmière. Et vu que c'est notre nouvelle vie qui commence, avec le fait de pouvoir y voir et tout ça. Donc cette métaphore était assez rigolote. À partir de ce moment-là, je vais donner les détails de l'opération. N'hésitez pas à passer cette partie-là. À partir de ce moment-là, on nous a mis au-dessus d'une machine qui se met autour de l'œil et qui commence à absorber en découpant l'œil. Sauf que les gouttes ne marchaient pas et on n'a pas crié, mais j'ai mis très fort. Mais en plus, Purple, elle a tendance à vouloir se faire discrète et tout. Elle a commencé à appeler notre maman, à dire « Je veux ma maman, j'ai mal » et tout ça, et à serrer fort la main de l'infirmière. Et à ce moment-là, il y a une autre infirmière derrière qui a commencé à dire « Mais non, tu crois que tu as mal, mais tu n'as pas mal. » Bien sûr, je suis en train de me faire découper l'œil et les anesthésiens ne marchent pas, mais je crois que j'ai mal. Tout à fait. Et il y a l'ophtalmo qui nous a dit mais te concentre pas sur la douleur. Quand on se concentre sur la douleur alors qu'on a mal, on a encore plus mal. C'est vrai, mais comment tu fais pour ne pas te concentrer sur la douleur quand tu es en train de te faire découper les yeux? Donc à ce moment-là, il y a l'infirmière qui nous tenait la main, qui elle sentait à quel point on avait mal parce que on lui serrait fort la main, qui a commencé à dire après que cet œil ait fini de se faire découper, on va remettre des gouttes sur l'autre œil. Donc on a remis des gouttes sur cet œil-là et on a eu un tout petit peu moins mal, mais c'était plus supportable du coup que l'autre et du coup on leur a dit ah j'ai moins mal. Donc ensuite cet œil-là s'est fait découper aussi. L'espace d'un instant on voyait plus avec cet œil-là, donc on voyait du noir avec cet œil-là, mais je vous avoue qu'à cause de la douleur on n'a pas fait trop attention à quel moment on n'y voyait plus. On avait juste hâte de ne plus avoir mal. Et ensuite, après d'interminables secondes, ce qui est bien, c'est qu'elle nous disait « Il reste plus que 16 secondes. Allez, tu peux tenir, tu vas y arriver. » Et ça, c'était vraiment réconfortant parce qu'on se disait « Je peux tenir. » Et à des moments donnés, on faisait de l'apnée parce que nous, quand on a mal, on fait de l'apnée. Et généralement, en plus, quand on fait de l'apnée, on le fait par réflexe, c'est-à-dire on va pas avoir l'impression d'étouffer. Au contraire, le corps, il va faire de l'apnée et il va pas avoir cette impression de manquer d'air. Et ça nous le fait souvent, et ça nous l'avait déjà fait avec Shiro à un moment donné où quand on était tout petit, on savait pas nager et à la mer, il y avait une vague énorme qui nous avait submergés et on s'était quasiment noyé, mais on avait serré le bras de notre maman fort et enfin Shiro avait serré le bras et il avait fait de l'apnée par réflexe et du coup on n'avait même pas l'impression d'avoir manqué d'air le temps que la vague nous submerge et tout ça. Je pense que ça vient de là. Mais les infirmières et notre ophtalmo nous disaient surtout fais pas d'apnée, concentre-toi sur ta respiration. Sauf que nous, quand on se concentre sur notre respiration, on fait des attaques de panique. Parce que le fait d'inspirer et tout, ça nous fait faire de l'hyperventilation. On savait qu'il ne fallait pas se concentrer sur notre respiration. Donc on faisait de l'apnée et à un moment donné, après qu'on nous ait découpé les yeux et que du coup la douleur se soit arrêtée, on a fait une grosse dissociation du genre dissociation des réalisations, on n'était plus totalement là. Et l'infirmière qui nous tenait la main, du coup elle sentait qu'on avait arrêté de serrer tout d'un coup. Et elle s'est inquiétée, elle a dit « Est-ce que tu es toujours consciente ?» et tout. Elle nous a un peu secoué et on a mis quelques secondes à répondre « Oui, oui, ça va, je suis là. » Et ça, c'est arrivé 2 fois où elle nous demande si on était vraiment conscient. Et qu'on s'était pas évanoui à cause de la douleur. Du coup, je me demande si on n'était pas loin de s'évanouir ou quoi, mais je pense que c'était surtout la dissociation et la déréalisation. Le plus difficile, c'est avec la douleur quand on nous demande de fixer un point alors que t'as super mal, quoi. Et il faut écouter, il faut obéir parce que de toute façon, si tu le fais pas, l'opération peut mal se passer ou l'opération est plus longue. Alors que toi, t'as qu'une envie, c'est que ça s'arrête à ce moment-là. Je me rappelle que les Little s'étaient dit à ce moment-là, j'ai envie que ça s'arrête, mais non, ça doit pas s'arrêter parce qu'on a attendu ça toute notre vie, c'est le moment. C'est qu'un mauvais moment à passer, ça va aller. À partir de cet instant-là, il y a Anne, lui, qui essayait toujours de reprendre le front et tout pour prendre la douleur des Little, voilà, pour pas qu'elle souffre. Mais en fait, on avait tellement mal qu'on switchait toutes les 3 secondes à peu près. Je saurais pas vous dire quel halter était là à quel moment, je sais juste que on n'arrêtait pas de switch, tellement la douleur était forte et encore et encore et encore. Donc c'était impossible de contrôler les switches. D'où le fait où je vous parlais de l'anxiolytique qui n'a pas dû aider aussi.
Et Annie était là à dire à haute voix, ça va aller, pour essayer de rassurer les Little, pour leur dire, je suis là. Ils pouvaient rien faire et ils se sentaient impuissants, mais ils savaient que c'est un peu difficile. Désolée. Donc Annie était là, il nous soutenait, et même s'il pouvait rien faire, il faisait de son mieux. Ensuite, à cet instant-là, ça a été le moment du laser. Donc, je sais qu'à un moment donné, on nous a enlevé les écarteurs et on les a remis, donc ça nous a fait horriblement mal à nouveau. Et ensuite, c'était le moment du laser. Et le laser ne nous a pas vraiment fait mal, en fait. On avait déjà mal à cause des écarteurs, en fait, donc le laser, c'est vraiment pas, ça nous a vraiment rien fait. Ça nous a surtout fait une sensation de froid, en fait, sur l'œil, mais vraiment, c'était pas douloureux du tout. En gros, il fallait fixer une lumière rouge pour que le laser puisse brûler comme il faut. Je suppose que ça brûle à l'intérieur pour découper la cornée. Enfin, voilà. À cet instant-là, il y a un autre alter qui affronte, qui lui avait une grosse amnésie par rapport à l'opération. Il savait qu'on était en train de se faire opérer, mais il n'avait aucun souvenir de la douleur qu'on a eue pendant l'opération. Donc lui, à un moment donné, je sais que c'était le moment où l'ophtalmo nous a dit allez, 3/4 de l'opération est fait, le plus dur est passé, ça va aller. Donc cet alter-là n'avait pas eu toute la douleur de l'opération. Il se disait, du coup, je peux plus facilement supporter l'opération. Au début, on ne savait pas quel était cet alter, et en réfléchissant plus tard, bien des jours après, on s'est dit, mais en fait, c'est Aiden. Sachant que Aiden, on n'a pas beaucoup de contact avec lui parce qu'il fait partie de la meute de Silver. Et donc la communication est assez coupée, donc on ne pouvait pas trop savoir que c'était lui, mais en réfléchissant à comment il ressentait les choses, je me suis dit c'est Aiden, parce que ça ressemble à Flocon, mais ce n'est pas Flocon, c'est un adulte, enfin un adulte. Il a 16-18 ans, et alors que Flocon en a 12. Donc Aiden a pu supporter la fin de l'opération. Je me rappelle que notre ophtalmo et les infirmières nous appelaient par le nom du corps, du genre ça va aller, plus notre nom du corps. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et du coup, on n'était pas impacté émotionnellement par ce qu'elle disait. Et c'était assez compliqué parce que des fois, elle nous disait regarde par ici, nom du corps. Et du coup, inconsciemment, les Little qui étaient au fond se disaient mais ce n'est pas moi. Est-ce que c'est à moi qu'elle parle? Donc, elle mettait quelques secondes à réfléchir à oui, il faut quand même que je fasse ce qu'elle me dit de faire, même si c'est pas mon nom. Généralement, avec nos médecins, on leur parle de nos troubles et tout ça, mais avec notre ophtalmo, on s'était pas dit que ça serait nécessaire de le faire. Peut-être qu'on aurait dû, peut-être pas. En tout cas, je partais du principe qu'ils n'avaient pas à savoir. Par exemple, il y a notre kiné qui est au courant parce qu'elle nous voit toutes les semaines, on lui raconte un petit peu comment s'est passée notre semaine. Notre kiné, nos psys et tout ça, mais notre ophtalmo n'était pas au courant. Parce qu'on la voit une fois par an, quoi, donc on va pas... Enfin, vous comprenez. Aussi, quelque chose qui était extrêmement difficile, c'est la lumière. Je pense que c'est ce qui nous mettait au plus mal. Les Little se mettaient à trembler très fort quand on leur mettait une grosse lumière blanche dans la figure, parce que forcément, l'ophtalmo avait besoin de voir ce qui se passait, donc il y avait une grosse lumière. Et à chaque fois qu'ils allumaient cette lumière-là, on se mettait à trembler, à gémir, à dire non, non, on veut pas, on veut pas. Et c'était très difficile. Et je pense que c'est à cause de notre hypersensibilité à la lumière et tout ça. Donc c'était assez compliqué, c'était le plus dur avec les écarteurs et le fait de se faire découper les yeux, quoi. Ensuite, ça a été le moment où on nous a reposé nos yeux sur nos yeux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a remis le couvercle, comme elle appelle ça, l'ophtalmo. Ensuite, il fallait fixer un point pour qu'elle puisse replacer les yeux dans les yeux. Voilà pour l'opération, comment ça s'est passé. Aussi, il faut savoir que après l'opération, vous avez besoin d'un accompagnant parce que vous êtes très sensible à la luminosité et surtout si vous avez mal. Je sais pas si vous aurez mal. On m'avait promis que l'opération ne faisait pas mal, mais visiblement, c'était de bullshit. Ou alors c'était juste parce que les anesthésiens ne marchaient pas sur nous.
Aussi, à des moments donnés, je me rappelle, on les suppliait de nous remettre des gouttes anesthésiantes et il y a une connasse d'infirmière qui nous a dit « Ah mais non, hein, faut pas remettre des gouttes, hein. Faut pas qu'il y en ait trop des gouttes. » Alors que notre ophtalmo nous avait dit « On peut en remettre autant que vous voudrez. » Mais bon, à force de supplier, il finissait quand même par nous en remettre parce que c'était pas possible sinon de nous opérer vu comment on avait mal. Maintenant, je vais vous parler des conditions pour se faire opérer. Déjà, il faut que votre vue arrête de bouger pendant 2 ans, c'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de changer vos lunettes pendant 2 ans. Ensuite, vous allez avoir un rendez-vous où on va vous dire de mettre des gouttes qui dilatent les pupilles pour pouvoir voir votre vue plus en détail et pouvoir vous corriger comme il faut lors de l'opération. Je vais vous mettre une photo de nos pupilles dilatées que je trouve rigolote. Une fois ce rendez-vous fait, vous allez vous rendre à votre clinique de la vision et ils vont faire des photos de vos yeux en détail pour voir si votre cornée est assez grande pour pouvoir vous faire opérer. Notre ophtalmo nous avait déjà fait un test avec un laser qui calcule le premier point de la cornée, donc on savait déjà que c'était possible qu'on puisse se faire opérer parce que la cornée sur ce point-là était assez profonde. Même, je crois, on était dans la moyenne haute et du coup, il y avait beaucoup de chances qu'on puisse se faire opérer. Mais on ne pouvait pas savoir avant d'avoir les photos de notre cornée, de l'œil et tout ça, de les apporter à notre rendez-vous, à notre ophtalmo pour qu'elle puisse les regarder et nous dire que c'était bon. Visiblement, c'était bon. Ensuite, on vous fixe le rendez-vous pour l'opération et il faut venir au moins 30 minutes avant l'opération. C'est important aussi pour que les anxiolytiques fassent effet, pour que vous puissiez payer aussi. N'hésitez pas à demander une facture si vous voulez vous faire rembourser, c'est important. Maintenant, je vais vous parler de notre convalescence et de comment on a vécu la semaine qui a suivi l'opération. Les 2 premiers jours ont été vraiment horribles. On nous avait dit après l'opération, tu vas sentir un peu des grains de sable dans les yeux, mais c'est un peu désagréable. Ça dure une journée, mais ça va. On n'a pas senti des grains de sable, on avait vraiment une douleur comme si on s'était fait découper les yeux. Ce qui était vrai en somme. En plus, on avait les paupières très gonflées parce que les écarteurs nous avaient vraiment abîmé les paupières, je pense. Et c'était gonflé de partout. Également, on a eu une hémorragie des yeux, mais c'était rien de grave, hein. Ça peut être tout à fait normal après l'opération. Donc en gros, vous voyez les taches rouges là, s'étendaient sur tout l'œil, quoi. Et normalement, en 1 semaine, 2 semaines, ça se résorbe et il n'y a pas de problème là-dessus. D'ailleurs, c'est quasiment résorbé. Ça se voit quasiment pas de loin, ça se voit de près. Et donc, on n'arrivait pas du tout à se regarder dans le miroir parce qu'on se disait... on avait vraiment l'impression que notre visage était déformé et que qu'on était défiguré en somme un petit peu. En plus, se regarder dans les yeux, c'est important quand on fait de la dépersonnalisation et tout ça. Mais là, c'était pas du tout possible. Également, on avait les pupilles bien dilatées. Je pense que c'était aussi à cause des anesthésiens qui restent paradoxalement beaucoup dans notre sang. D'ailleurs, lorsqu'on a utilisé les gouttes pour dilater les pupilles, au lieu d'y voir flou pendant une journée, on a vu flou pendant 3-4 jours, quoi. Donc, à mon avis, nos yeux, ils ont quand même tendance à surréagir comme tout notre corps aux médicaments. Mais les anesthésiens marchent quand même pas, paradoxalement. Donc, vu que nos yeux étaient beaucoup dilatés, on n'y voyait pas. On y voyait flou, enfin, comme si on n'avait quasiment pas nos lunettes, quoi. Mais un peu mieux que quand on avait pas nos lunettes. Le 3e jour, j'ai quasiment plus du tout eu mal. Mais à ce moment-là, on s'est rendu compte que de près, donc tout ça, on y voyait flou. Ça nous a un peu inquiétés parce que avant d'être corrigé, on y voyait très net tout ça et le reste on y voyait flou. Et en fait, je pense que c'est parce que les gens normaux qui n'ont pas de problème de vision,
ils voient à partir de là, et très près, ils voient pas. Ça leur fait un peu comme quand ils louchent, enfin, vous voyez. Vous me direz un petit peu, les gens dans les commentaires qui ont jamais eu de lunettes et tout ça, qui ont pas de problème de vue, si c'est bien ça. Mais bon, en tout cas, à partir de là, je peux lire, il n'y a pas de souci, j'y vois pas flou. Et donc, à partir du 3e jour, j'ai commencé à y voir comme avec mes lunettes. Mais comme je devais quand même mettre les lunettes de soleil, j'avais toujours pas l'impression de ne plus avoir de lunettes. Parce que la luminosité était dérangeante et je pense surtout parce que c'était insupportable pour moi de voir mes yeux, comme dans quel état ils étaient, et que les autres puissent voir mes yeux. J'avais l'impression que s'ils me regardaient, moi aussi je voyais à quel point mes yeux, ils étaient pas top. Le 3e ou le 4e jour, je sais plus, on a eu un contrôle des yeux. Donc on est retourné voir l'ophtalmo qui nous a fait le test, vous savez, avec les lettres pour savoir si on y voit bien. Et j'ai 10 sur 10 à chaque œil. Donc super de ce côté-là. L'opération a bien marché, il n'y a pas de souci. C'est à ce moment-là qu'elle nous a dit oh ben il y a une petite hémorragie au niveau des yeux, mais ça va se résorber dans la semaine. Tout va bien. Le 4e et le 5e jour, on s'est mis à avoir les yeux super sensibles. Une impression de grain de sable dans les yeux, un peu comme on nous avait dit qu'on aurait le 1er jour. Donc ça a été très difficile, même on avait recommencé un petit peu à dessiner et tout ça, on a dû un peu arrêter parce que c'était compliqué. Puis après, le 6e et le 5e jour, les yeux beaucoup moins sensibles. Même on a pu regarder une série avec nos parents et on s'est rendu compte que la télé, les détails, ils étaient incroyables. On s'est même demandé si la série n'avait pas augmenté la qualité de l'écran, quoi. Alors que c'est juste qu'on y voyait. Il faut savoir qu'on a toujours été extrêmement mal corrigés. Et même avec les lunettes, on y voyait pas de manière optimale. Donc je pense qu'on est beaucoup mieux corrigé maintenant. Même si des fois j'ai l'impression d'être corrigé comme avec les lunettes. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on est fatigué, on y voit flou. Donc je pense que vu qu'on a une sorte de fatigue chronique avec la cyclothymie et tout ça, ça doit pas aider. Mais vraiment, on voyait tous les pixels, on arrivait à lire ce qu'il y avait écrit à la télé, alors que d'habitude, il fallait plisser les yeux pour arriver à lire ce qu'il y avait écrit, quand il y a des petits trucs écrits et tout ça. Pendant notre convalescence, on nous a donné des gouttes à mettre. Donc il y avait 3 types de gouttes à mettre 3 fois par jour. Au fur et à mesure de la semaine, on diminuait les gouttes. Il y en avait certaines qu'il fallait que mettre jusqu'au vendredi, d'autres qu'il fallait mettre quelques jours après. Donc là, à ce moment où je tourne la vidéo, il me reste juste un type de gouttes à mettre 3 fois par jour. Généralement, j'en mets 4 parce que ce type de gouttes, notre ophtalmo nous a dit qu'on pouvait en mettre jusqu'à 7 fois par jour. Et en plus, en ce moment, on a tendance à avoir les yeux assez secs, donc souvent avoir besoin d'en remettre. Parce que si on a les yeux un peu secs, on y voit un peu flou. Je pense que c'est le temps que tout se mette en place bien comme il faut pour que nos yeux prennent l'habitude en fait de faire le zoom et le dézoom aussi. C'est-à-dire si je regarde loin, puis si je regarde près, normalement les yeux ils font naturellement le dézoom et là il y a quelques secondes d'intervalle un petit peu parce que les yeux ils n'ont pas l'habitude de faire ça. Avant c'était les lunettes qui faisaient un petit peu tout le travail, quoi. Les yeux ils avaient une tendance à se reposer plus facilement avec des lunettes et je pense que du coup c'est le temps que ça se mette bien en place. Déjà avant ça mettait beaucoup plus de temps à faire le dézoom les derniers jours, plus le temps passe et moins ça met de temps. Maintenant je vais vous parler de pourquoi je me suis fait opérer des yeux. Pourquoi on s'est fait opérer des yeux. Depuis notre enfance, dès le moment où on a eu des lunettes à 4 ans, on s'est mis à faire énormément de dépersonnalisation. On se reconnaissait plus dans le miroir. Je sais pas si avant on se reconnaissait dans le miroir en fait. Toute notre vie, on s'est jamais reconnu dans le miroir, jamais reconnu sur les photos. On avait l'impression que c'était pas nous parce que tout simplement les haltères dans l'Inner n'ont pas de lunettes. Les nôtres dans notre système en tout cas. Donc c'était très difficile toute notre vie. On a eu des gros complexes par rapport à ça. D'ailleurs, depuis que je n'ai plus de lunettes, je n'ai plus de complexe au niveau de mon nez. Je le trouvais énorme, mon nez. Alors que bon, il n'est pas tout petit, mais il n'est pas énorme non plus. C'est un nez, quoi.
Et vraiment, j'avais l'impression, vous savez, un petit peu les déguisements avec les lunettes et le gros nez, et des fois les moustaches et tout ça qu'on met, enfin voilà, ben, j'avais vraiment l'impression d'avoir mon nez comme ça, quoi. Donc, c'était pas top. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, j'ai vraiment l'impression que c'est moi. C'est-à-dire, j'ai pas l'impression que je regarde quelqu'un d'autre, j'ai l'impression au moins à 50% que c'est moi. Donc j'avais énormément de dépersonnalisation par rapport à ça et c'était très difficile, ne serait-ce que l'image de soi, quoi, qui était très très compliquée, sans oublier le harcèlement scolaire qui a augmenté cette image horrible qu'on avait de soi. Également la dissociation. Donc faut savoir qu'on dissocie énormément. Violette, arrête de m'influencer, s'il te plaît. Et donc, le matin, même à cause de la fatigue de la cyclothymie, c'est l'enfer pour se réveiller. C'est-à-dire aussi, on a le trouble de la rêverie compulsive qui entre en jeu. Et donc, le fait de ne pas voir quand on est dans notre lit, ben, ça nous faisait rester au lit et on se levait tard. Pendant une grande partie de notre vie, on s'est levé à midi ou après-midi. Et c'était très difficile de ce niveau-là parce qu'on a l'impression de perdre tout notre temps, quoi. Parce que le matin, si on peut travailler ou faire des choses, ben c'est 100 fois mieux. Et mis à part quand on était au lycée, au collège, où ben c'était en cours qu'on rêvassait avec la rêverie compulsive. Ben après, quand on a arrêté les cours, à partir de ce moment-là, on a commencé à se lever beaucoup plus tard. Même en essayant de se lever de plus en plus tôt, c'était très difficile d'arriver à se réveiller à 10h20, quoi. Et maintenant, depuis qu'on s'est fait opérer des yeux, on arrive à se réveiller à 9h20, 9h45, à se lever petit à petit et c'est 100 fois mieux. Bon, avec les coques, on y voit encore un peu flou le matin, mais généralement ce qu'on fait, c'est que 20 minutes avant de se lever, on les enlève. Comme ça, on se réveille tranquillement avec la lumière du soleil et avec le fait d'y voir, tout simplement. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une méthode qu'on utilise pour arriver à se lever, pour vous dire à quel point c'est galère, c'est qu'on laisse les volets grands ouverts. Donc le matin, il y a toute la lumière qui arrive dans notre chambre et ça nous aide à nous réveiller. Et ça ne nous pose pas de problème pour dormir ni rien. Étonnamment, ça nous convient parfaitement de se lever avec le soleil, ou du moins d'essayer de se réveiller avec le soleil. Un de nos rêves aussi, c'est plus tard de faire du parcours et un sport de défense du genre du Krav Maga pour pouvoir se sentir plus en sécurité et tout ça. Et c'est quelque chose que vraiment on n'envisageait pas avec nos lunettes parce que par exemple si on dit fais du Krav Maga mais enlève tes lunettes, du genre sport de combat, on va te dire enlève tes lunettes pour le faire ou des trucs comme ça. Ben vraiment ça nous aurait pas plu du tout parce que y voir flou c'est l'enfer quoi. Comme je vous disais, à partir de tout ça on y voyait flou quoi, on y voyait flou absolument partout et c'était vraiment horrible. Donc maintenant, dans 6 mois, je pense, en fonction des ADMDPH et tout ça, des sous qu'on aura pu mettre de côté, je pense qu'on va prendre des cours de sport, tout simplement. Pourquoi 6 mois aussi? Parce que les yeux cicatrisent entièrement au bout de 6 mois. Logiquement, au bout de 2 semaines, on n'a plus besoin de mettre les coques pour s'empêcher de se frotter les yeux, déjà parce qu'il n'y a plus l'impression désagréable qu'il y avait avec la douleur, avec la sensation de grains de sable aussi, parce qu'il est censé y avoir que la sensation de grains de sable. Du coup, à partir de ce moment-là, logiquement, ça va bien et tout ça. On a de la chance de pouvoir être chez nous sans avoir besoin de changer nos habitudes et tout ça, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est pour ça que je vous conseillerais, si vous faites opérer des yeux, de le faire pendant les vacances, pendant un moment où vous pouvez bien récupérer comme il faut, ou alors de prendre des congés spécialement pour ça. Aussi, un truc qu'on a toujours voulu faire, c'est dans les fêtes foraines, faire les manèges à sensations, parce que généralement, on pouvait pas, ou alors il fallait qu'on enlève nos lunettes, et du coup, on voyait absolument rien, et ça avait aucun sens, quoi. Donc c'est quelque chose qu'on pourra faire aussi plus tard, c'est faire des fêtes foraines. Aussi pouvoir être dehors sous la pluie ou sous la neige sans avoir besoin toutes les 3 secondes d'essuyer ses lunettes. C'est quelque chose qui nous a toujours dérangé et ça on va enfin pouvoir le faire et c'est génial. Ne plus avoir de buée au moindre changement de température sur les lunettes ou ne plus avoir besoin d'essuyer ses lunettes toutes les
10 minutes parce que tes lunettes sont sales ou parce que t'as voulu remettre tes cheveux comme il faut, sauf que, oh mince, t'as touché tes lunettes et du coup il y a des traces de doigts dessus. Ne plus avoir peur de casser ou de rayer ses lunettes. Aussi, le fait de faire du sport, vous voyez, vous risquez d'abîmer vos lunettes aussi si vous le faites avec vos lunettes. Et ça coûte cher des lunettes, donc sur le long terme aussi c'est rentable. À la piscine. La piscine, c'était l'enfer quand on était petit, on avait peur de se perdre, de perdre la maîtresse, de perdre notre groupe d'élèves. Et qui dit perdre notre groupe d'élèves, dit le bus partir sans nous aussi, ou encore se faire gronder parce qu'on n'a pas réussi à suivre le groupe, ou tout simplement ne pas voir les gens, parce que ça met énormément en insécurité, surtout quand tu as des traumatismes et que tu as peur des gens. Surtout quand tu es une fille et que tu as un maillot de bain. Donc vous voyez un petit peu le genre d'insécurité qu'on peut avoir quand on n'a pas ses lunettes et qu'on veut quand même aller à la piscine ou aller à la plage tout simplement. Et ça aussi, ça va être beaucoup plus reposant. Pouvoir faire quelque chose en posant ta tête sur l'oreiller. Du genre pouvoir jouer à la DS, pouvoir regarder un film, pouvoir utiliser ta tablette, pouvoir lire un livre à l'horizontale. C'est quelque chose que j'ai jamais pu faire parce que si tu t'appuies avec des lunettes, tu casses tes lunettes et en plus elles se décalent donc tu ne vois rien. Et c'est tous ces petits trucs du quotidien là que je vais enfin pouvoir vivre parce qu'à cause de tout ça j'avais l'impression de pas du tout pouvoir vivre. C'était l'enfer quoi. Je vais vous dire un petit truc qui va peut-être en étonner certains, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que pour l'instant je n'ai pas eu le déclic de me dire ça y est j'ai plus de lunettes. Je suis totalement dissociée de la situation. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir eu mal avant ou tout simplement l'impression d'y voir comme avec les lunettes et tout ça. Je crois que je commence à réaliser que maintenant. Mais c'était au point où je faisais de la déréalisation totalement. Je me disais, mais attends, s'il faut, j'ai jamais eu de lunettes et tout ce qui s'est passé avant, je ne l'ai pas vécu. Et je me disais, c'est pas réel. Tout ça n'est pas réel. Et ça, je savais que c'était des pensées parasites de la dépersonnalisation, mais c'est assez compliqué de vivre ça parce que tu peux pas profiter au final du moment présent. Je pense que je commence enfin à vraiment me dire, ça y est, j'ai plus de lunettes. Et d'où le fait que c'est assez compliqué à ce niveau-là. D'où aussi l'importance sur les réseaux d'en parler avec les gens qui me disent « Oh, c'est super, je suis trop content pour toi » et tout. Ça permet de réaliser tout simplement. Bon, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses, que vous n'avez pas trouvé ça trop gore ou trop embêtant ou dérangeant. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. À vous abonner aussi parce que ça nous soutient, mine de rien. C'est pour ça qu'on continue, c'est pour vous. Et à venir nous suivre sur nos autres réseaux aussi. Sur Instagram, on parle beaucoup de notre vie de tous les jours. On poste des stories très régulièrement, sauf quand on va pas bien, mais c'est compréhensif. Sur TikTok, on fait des vidéos un peu rigolotes, des vidéos explicatives, des fois du trouble, du TDI, de ce qu'on vit au quotidien. On vous fait des updates aussi de notre vie quand il y a des choses importantes qui se passent. On va essayer d'être un peu plus actifs sur TikTok. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!